Bonjour à vous et bienvenue, c'est JC des Alexiens. Nous testons pour vous aujourd'hui un robot tondeuse connecté et sans fil de la marque Stiga. Stiga, beaucoup d'entre vous connaissent, c'est une marque suédoise créée en 1934 et qui est vraiment spécialisée dans tout ce qui va être jardinage avec des tondeuses, des autoportées, des coupes-bordures, etc. Et maintenant de plus en plus des produits électriques dont les robots tondeuses. C'est une marque qui vend à peu près 1 million de produits par an. C'est l'un des gros du marché. Et le robot tondeuse que nous allons tester est le A500. C'est un produit qui est destiné à des surfaces de 500 m² jusqu'à 700 m² maximum. Et comme je vous le disais, il va fonctionner sans fil. Donc ça, c'est très bien. Il est disponible à partir de 1250 €. Et on va voir ensemble si cette technologie est au point ou pas et si la qualité est bien présente. Concernant les caractéristiques, le Stiga A500 va faire 41,3 cm de largeur, 25,2 cm de hauteur, sachant que les roues en tant que telles font 21 cm de diamètre, et il va avoir une longueur de 56 cm, pour un poids de 8,1 kg, donc c'est comme un beau bébé. Le carton que vous avez vu tout à l'heure, tout cumulé, ça va faire à peu près 15-16 kg. Au niveau de la résistance à l'eau, il est IPX5, c'est-à-dire qu'il peut rester sous la pluie sans problème particulier, et en fonctionnement, il va monter à 59 décibels au maximum, donc c'est plutôt faible. Il va fonctionner entre 0 et 50 degrés, tout comme la station de charge, qui elle va être entre moins 10 et 50, et le bloc d'alimentation, pareil, moins 10 à 50 degrés. Donc ça veut dire que ça va pouvoir supporter l'hiver, bien entendu, mais au niveau de l'utilisation du robot en tant que tel, ne pas le faire tourner quand on est en froid négatif, en même temps, l'herbe va être gelée, donc ça va pas servir à grand chose. Sa capacité de travail, on l'a dit tout à l'heure, c'est 500 m². Il préconise 2 passages par jour, sachant qu'il peut monter au maximum à 700 m². Il a une possibilité, c'est également de pouvoir fonctionner sur des zones fermées. Vous pouvez venir scinder votre terrain en différents îlots, soit des îlots qui sont interconnectés avec des espèces de chemins virtuels, soit une zone où le robot ne peut pas y accéder tout seul. Vous devrez venir le prendre et le poser. Et là, dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle une zone fermée. Et la taille maximale, c'est 70 m². Pour les autres, en fait, c'est un cumul. Vous pouvez avoir différents îlots de 200, 250 et 50, vous êtes à 500 m², ça passe. Il est équipé d'une batterie de 2 ampères heure de 25,2 volts qui vont lui permettre de fonctionner pendant 40 minutes et va demander une recharge de 40 minutes. Donc la recharge est quand même relativement rapide et ça c'est quand même très bien. Au niveau connectivité, il fonctionne en Bluetooth, en 4G et en ce qu'on appelle GNSS RTK. Le GNSS en fait c'est l'autre nom du GPS, mais le RTK c'est différent, ça veut dire Real Time Kinematic et c'est une technologie qui permet une précision du GPS de l'ordre du centimètre. Donc franchement c'est très bien. Et c'est vrai que pour ce type d'activité, clairement c'est ce qu'il faut, parce que si le GPS il est précis à 2 mètres comme c'est le cas en général, eh bien il y a des chances que les parterres de fleurs y passent. Au niveau de la connectivité Bluetooth, c'est pour vous en servir, vous, à votre niveau, pour communiquer directement avec l'appareil, et la communication 4G, ou moins, 2G, 3G, ça dépend d'où vous êtes, elle va être utilisée pour pouvoir communiquer entre la base qu'on va voir tout à l'heure, la base de rechargement qui fait aussi base GPS, et le robot, en passant par le cloud. Ça veut dire qu'il est nécessaire chez vous d'avoir un réseau 4G, 3G, etc. qui fonctionne. Si vous êtes dans une zone blanche, ça ne passera pas. Donc faites bien attention à ça. Vous pouvez aller voir sur le site Stiga avant d'acheter pour être sûr. Au niveau de l'utilisation également, il peut être utilisé sur des terrains plats et bien entendu des terrains pentus, mais pas plus de 45%. 45%, c'est 45% d'une pente à 45 degrés, parce que 45 degrés, ça correspond à 100%. Donc ça fait à peu près 20,25 degrés. La hauteur de coupe, elle va varier entre 20 et 60 mm sur une largeur de coupe de 18 cm. Donc on est là, on va dire, sur quelque chose d'assez standard pour ce type de produit-là. Comme c'est une tondeuse qui fonctionne sans fil, via l'application, bien entendu, on verra ça en détail tout à l'heure, vous allez pouvoir définir des bordures virtuelles, des choses où vous ne voulez pas qu'il aille, un peu comme un aspirateur robot en fait, les aspirateurs robots nouvelle génération. Et l'autre avantage de ce fonctionnement sans fil, c'est que vous avez également la possibilité de venir mettre la station à un endroit différent de la zone de tonte. Vous pouvez la mettre par exemple à 10 mètres pour pouvoir le mettre à l'abri et il sortira et ira directement via un chemin virtuel sur sa zone de tonte. Attention quand même malgré tout, c'est qu'il faut que le GPS passe là où vous allez le mettre. Si vous le mettez par exemple sous un petit abri où il n'y a pas énormément de toiture, ça posera pas forcément de problème. Si par contre il est dans un garage, il y a de grandes chances que ça gêne un peu plus. Alors si on regarde un petit peu en détail, vous avez ici un bouton stop, c'est un bouton d'arrêt d'urgence en fait, mais il est nécessaire pour pouvoir ouvrir le clapet afin d'accéder aux différents systèmes de paramétrage. Voilà, vous voyez. Donc vous avez le QR code pour pouvoir venir installer l'application et 4 boutons plus différents indicateurs. Au niveau des boutons, ici,
c'est le bouton on-off pour l'allumer, bien entendu. Le bouton Bluetooth, ici, lui, normalement, n'est pas utilisable. C'est vraiment le SAV qui va l'utiliser à des fins techniques si jamais il y a un problème. Vous avez, à cet endroit-là, le bouton mode qui va permettre de jongler entre les différents modes qu'on a ici. On a par exemple le retour à la station avec la petite maison. On a également celui pour lancer un programme qui est planifié, ou encore le tout dernier qui est un cycle de travail unique, celui qui est complètement à droite. Vous avez également en haut à gauche l'indicateur LED de la charge de la batterie, et en haut à droite, comme vous pouvez vous en douter, un système pour vous informer qu'il y a un problème avec le robot. Donc vous pouvez vous en servir soit en manuel, soit via l'application. Dans tous les cas, l'application est nécessaire pour la configuration initiale, on ne peut pas faire autrement. Et vous avez également, en termes de dernier bouton, celui-ci, qui est le bouton de validation, pour pouvoir confirmer le mode que vous allez choisir. Donc après, pour pouvoir rentrer dans les différents modes, tout est expliqué dans le manuel d'utilisation, sachant que le manuel d'utilisation, il faut le télécharger sur le site ou sur l'application, parce qu'en tant que tel, il n'y a vraiment pas grand-chose sur les documents qui sont fournis avec le robot. Si vous regardez bien, ici, il y a un petit trou. En fait, c'est fait pour venir mettre ça. Ça paraît pas grand-chose, mais c'est une clé de sécurité. Voilà, ce n'est plus ni moins qu'un système d'aimant. Vous la mettez à l'intérieur. Il n'y a qu'à partir de là que le robot pourra fonctionner. Pour être en sécurité, si vous avez besoin de le démonter, le retourner ou autre, vous appuyez sur le stop, ça ouvre la trappe et ensuite vous enlevez la clé. Donc bien entendu, si vous la perdez, ça pose problème. Si on regarde le dessous de notre robot, vous voyez le système de coupe. On est sur un système de 4 lames qui font 4,5 cm de longueur sur 1,7 de largeur. Et comme vous vous en doutez, voilà, vous voyez, elles sont pivotantes. Ça veut dire que si elles rencontrent un obstacle un peu plus dur, elles ne vont pas casser. Elles vont vraiment pouvoir bouger pour éviter en fait de les détériorer trop facilement. Et la largeur de coupe est de 18 cm, sachant que le réglage de la hauteur entre 20 et 60 mm, lui, va se faire via l'application. Vous avez également sur l'avant des routelettes à 360 degrés qui sont quand même assez grosses, donc ça veut dire qu'il va pouvoir vraiment passer sur tout type de terrain. Et vous avez les roues dont on parlait tout à l'heure, avec un système là aussi pour pouvoir venir tenir au maximum sur l'herbe, potentiellement humide, mais également sur les petites pentes, etc. Ici, vous voyez, c'est une poignée pour pouvoir venir le porter si nécessaire. Vous avez également à ce niveau-là la batterie que vous pouvez enlever si jamais vous avez besoin de la changer. Et au niveau des collisions, vous avez, vous voyez, un système en fait de pare-choc à l'avant et à l'arrière. S'il est nécessaire de le nettoyer, il faut y aller franco. Voilà. Vous faites ça et vous enlevez le capot de la tondeuse. Faut pas avoir peur, hein. Faut y aller, sachant que va falloir venir le remettre sur les amortisseurs qui sont ici. Ça ressemble un peu à une voiture radiocommandée en fait. Et là, on va pouvoir voir plus facilement deux systèmes. Ici, c'est le système de capteur de pluie. Donc ce sont ni plus ni moins que deux petites vis. Si de l'eau tombe dessus et fait un lien entre les deux, ça va fermer le circuit et renvoyer le robot à la base en fonction de la sensibilité que vous avez choisie. 4, 6, 8 heures, c'est à vous de voir. Et ici, là, c'est le système pour pouvoir venir le rattacher à la base de chargement qu'on va voir tout de suite. Et bien entendu, pour le remettre en place, voilà. C'est plus facile à remettre qu'à enlever. Attention en faisant ça, c'est que là, vous voyez, c'est quand même une très bonne qualité, mais ça prend les marques très facilement et ça arrive aussi à se griffer très facilement sur le dessus, en particulier cette partie noire brillante. Et voici la station de chargement. Vous avez ici, là, les deux petits taquets sur lesquels va venir se mettre le robot, on vient de le voir juste à l'instant. Vous avez un câble de 3 mètres avec un système de fixation qui va permettre de protéger de l'humidité l'ensemble, sachant que le bloc d'alimentation et toute la partie alimentation est IP67. En termes de longueur, elle fait 77 cm, 53,2 de large et 29 cm de hauteur. Vous avez également fourni avec, bien entendu, le bloc d'alimentation qui lui fait 2 mètres. Ça veut dire que vous avez en tout 5 mètres de fil. Si nécessaire, vous avez une rallonge de 5 mètres supplémentaires. Alors attention, cette rallonge, elle peut servir à deux choses. Soit à venir rallonger le câble d'alimentation en lui-même, soit, on va le voir, à venir brancher ailleurs le boîtier GPS. Parce qu'en fait, le dessus s'ouvre et vous avez à cet endroit-là
ça précisément le dessus, tout le système GPS qui va faire fonctionner l'ensemble. Donc si vous voulez venir le mettre ailleurs, pour pouvoir avoir une meilleure réception, sachant qu'il faut à peu près avoir 120 degrés d'angle de réception au ciel ouvert, vous venez le dévisser, et vous avez également, comme vous voyez ici, un support en plastique et des arceaux en ferraille pour pouvoir venir le fixer sur un mur ou ailleurs. Et pour l'installer, vous avez des vis en plastique avec un outil pour pouvoir venir visser l'ensemble directement dans le sol. Et bien entendu, il y a aussi 4 lames d'avance. D'une manière générale, on voit que au niveau des finitions, il n'y a quand même pas grand chose à redire, ça reste qualitatif. Je suis un peu déçu du plastique sur le dessus qui prend, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, relativement les marques de doigts, mais également les chocs. Et concernant la station, c'est le plastique en tant que tel, en particulier le système de protection qu'on a ici, là, pour protéger toute la partie GPS. J'aurais préféré des finitions de meilleure qualité, parce que vous voyez que le système de fermeture, si on regarde bien, c'est pas tout à fait jointif. Donc effectivement, il faut éviter que ça soit à grand dos, d'accord, mais ça fait un peu trop plastique cheap, on va dire. Il aurait fallu quand même quelque chose de meilleure qualité pour le prix. Mais c'est vrai que là, c'est une petite déception, en particulier sur la station. Pour le reste, il n'y a pas de problème particulier. Maintenant, on va passer à l'installation, et l'installation se fait avec l'application maison qui s'appelle Stiga Go, qui est disponible sur Android et sur iOS. Une fois que vous avez créé un compte dans l'application Stiga Go, vous allez sur Ajouter un appareil, vous connectez bien votre Bluetooth, vous allumez effectivement en plus le robot tondeuse, et vous voyez que des fois ça fonctionne pas comme c'est le cas ici. Donc il faut appuyer 5 secondes sur le bouton pour que ça se connecte bien. Vous activez encore le Bluetooth, vous recommencez, vous laissez faire, mais là vous voyez qu'au début ça a été un petit peu compliqué. Et si ça fonctionne ensuite, ça va vouloir se connecter, vous avez un petit logo Bluetooth qui apparaît et l'appairage est fait. Vous avez un mail qui arrive en même temps, on va revenir dessus tout à l'heure. Ce mail-là va vous permettre de créer par satellite, en fait par une vue satellite, votre terrain et la périphérie du terrain. Ensuite, vous prenez votre Stiga et vous le mettez sur la base. Enfin, du moins, vous le remettez. Et là, ça va se connecter. Sauf que, pour le coup, des fois, ça ne fonctionne pas comme c'est le cas ici. Donc, vous le ressortez, vous le remettez au niveau de la base, au niveau des tétons de chargement. Et là aussi, il faut attendre. Je m'y suis pris pas mal de fois, ça avait fonctionné, et ensuite c'est la lame qui va se calibrer. Ça fait un peu de bruit, vous entendez la lame qui tourne, et quand c'est ça, c'est que c'est quand même bon signe. Mais c'est pas terminé, il faut aller encore un peu plus loin. Maintenant il faut calibrer le signal GPS qui là va se faire avec la station de référence. Et là, encore une fois, ça ne fonctionnait pas. J'ai un petit peu raccourci parce que je me suis pris à peu près une dizaine de fois, donc c'était assez compliqué. Au final, j'ai relancé et là, vous voyez, c'est une installation complète que je vous ai mis en mode accéléré. Et là, on voit que quand tout se passe bien, c'est assez rapide. Ça ne veut pas dire que ça va se faire pareil pour vous, mais en tout cas, j'ai eu un petit peu de mal. Vous voyez que là, par exemple, il était bloqué parce que je l'avais dû le reposer sur la base pour pouvoir continuer l'installation. Donc, ça vous montre aussi comment fonctionnent les systèmes d'acquis de défaut. Pour appuyer sur le bouton marche pendant deux fois et appuyer ensuite sur le bouton de validation. Mais voilà, ça peut arriver, mais voilà. Bon, donc je l'ai redémarré. Il a fallu qu'il se reconnecte au GPS qui avait fonctionné la première fois, qui avait fonctionné une autre fois. Donc voilà, étalonnage terminé. Ça veut dire que maintenant c'est bon, on peut commencer potentiellement à s'en servir. Mais pour ça, il va falloir créer la périphérie de la zone que vous voulez tondre. Donc il y a plusieurs possibilités. Soit vous utilisez le joystick et vous faites le tour de la zone avec le robot, soit vous passez directement avec l'application, avec le site internet, et vous allez définir là avec un système de points directement la zone où vous souhaitez que le robot passe en créant un point, vous voyez un petit drapeau jaune, c'est le point de référence où il va venir se mettre la première fois pour voir ce que ça donne. Donc là je suis désolé, ça donne pas grand chose, c'est une capture vidéo mais c'est pas si bien que ça. Mais vous pouvez faire comme ça, c'est quasiment le plus simple si ce n'est que la vue est quand même assez large, on ne peut pas trop zoomer. Donc à partir de là c'est un peu difficile de faire quelque chose d'assez précis. Mais rassurez-vous, vous pourrez ensuite modifier la zone quand tout sera complété. Si normalement, oui, il n'y a pas de problème, ça va se compléter comme il faut. Mais vous pouvez faire ce que vous souhaitez au niveau de la zone une fois que vous avez fait cela. Et c'est quand même plus simple
par la vue GPS. Mais vous pouvez utiliser, sinon comme je vous l'ai dit, conduire le robot, entre guillemets, pour qu'il puisse faire le tour de la zone. C'est un peu plus long, c'est avec un petit joystick. Il faut bien le manipuler, mais vous pouvez vous entraîner. Vous avez également l'autre possibilité, c'est d'acheter un trolley, vous le mettez sous le robot et vous faites passer le robot directement sur toute la zone. Et là, c'est beaucoup plus court. Mais vous voyez, comme vous pouvez le voir ici, que c'est parfois un peu compliqué. Là, j'ai mis le mode trolley, ça se voit en bas. Et ça n'arrivait pas forcément là encore à se connecter, donc ça veut dire que j'ai eu là aussi un problème. Ça a été assez long quand même, je ne vous le cache pas, cette installation est assez pénible. Au final j'ai changé de place directement, je m'y suis pris complètement autrement. Donc là, je vais vous montrer, j'ai retesté et au final, j'ai quand même réussi, mais je suis passé par le mode GPS d'une manière générale. Dans tous les cas, quand vous cherchez à vous connecter directement au robot pour le piloter, et là, la première fois que vous voulez vous en servir, vous allez l'emmener au point de référence que vous avez créé, soit en utilisant le mode joystick, soit en utilisant le mode trolley. Il n'y a pas d'autre possibilité parce qu'il faut l'emmener physiquement. Si vous le prenez et que vous le posez sur le point de référence, il va se mettre en défaut, ça ne va pas aller. Cette étape-là, elle est importante, ça va lui permettre de voir où se situe concrètement le point que vous avez déterminé virtuellement. Donc, c'est des choses qui sont peut-être un petit peu longues à faire. Donc, ne le mettez pas trop loin de l'endroit où vous avez mis la base pour ne pas avoir à traverser votre terrain en entier, par exemple. Ça serait assez dommage. Et vous voyez là que ça bouge un peu dans tous les sens. Ça veut dire que je suis en train de l'emmener physiquement à la zone de démarrage. Et une fois que vous y êtes, vous appuyez sur le robot et sur le point de référence. Et là, ça va initier. Comme vous voyez, la vue, c'est plus la même que celle de tout à l'heure parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai changé de place. On reviendra dessus. Je pense qu'il y avait un problème au niveau de la réception satellite, GPS ou autre. Et voilà. Quand c'est comme ça, le calibrage est terminé. On voit que ça ne correspondait pas tout à fait à la zone qui était sur le papier. Mais ça peut être changé. Soit vous retracez la ligne directement, c'est physique, soit vous rentrez dans les paramètres du jardin, on verra tout à l'heure comment faire, et vous pouvez, avec les petites flèches, en allant avant d'en modifier, rechanger physiquement, enfin du moins virtuellement, la zone que vous avez tracée, pour pouvoir la faire vraiment adaptée au périmètre réel. Bon, ça se fait toujours par vue GPS, donc c'est pour ça, c'est pas toujours très très simple de vraiment déterminer si vous êtes bien ou pas bien. Mais vous voyez que si c'est décalé, il n'y a pas de souci, ça peut être géré comme ça sans aucun problème. Donc ça c'est dans le mode jardin, on reviendra tout à l'heure quand je vous présenterai l'application un petit peu plus en détail. Là c'est l'installation qui nous intéresse. Et si vous voulez voir un peu plus clair, vous pouvez enlever la couche de vue satellite pour n'avoir que les routes par exemple ou les chemins si vous voulez être au plus proche possible de votre périmètre de tonte. Et à la fin, vous faites enregistrer et quitter, et ça veut dire que votre zone de tonte a été mise à l'endroit où vous souhaitez. Et là, vous voyez qu'il y a un défaut, c'est qu'il n'y a pas de chemin d'accès. Et ça, parfois, ça peut ne pas vous être demandé, ça dépend comment vous faites. Donc il faut créer un chemin d'accès. Pour cela, vous faites lien vers la zone 1 avec la station de charge. Vous cliquez dessus, sur station de charge, et vous allez créer un chemin d'accès, c'est-à-dire mettre votre robot à peu près 3 mètres de la station de charge, et soit en mode pilotage, soit en mode manuel, enfin avec le trolley, pardon, vous allez venir le faire entrer directement sur la zone où vous souhaitez qu'il se mette. Donc c'est-à-dire directement sur le dock. Ça va l'aider à venir se mettre en place. Mais comme vous voyez, la partie initialisation, c'est toujours un petit peu long. Et là, c'est pareil. Vous voyez, j'utilise le joystick parce que j'ai pas de trolley. Vous le mettez à 3 mètres. Vous voyez qu'il bouge, vous le voyez bouger. Vous faites confirmer. C'est-à-dire que là, il va commencer à faire l'enregistrement. Le but, là, c'est que je l'avance tout doucement. Vous voyez, il avance. Et il va venir se mettre sur la station. Vous validez en enregistrant le lien. Et à partir de là, ça prend encore un petit peu de temps, mais votre robot est bon à pouvoir être utilisé. Il faut, dans ce cas-là, quand même, si nécessaire, refaire la calibration de
de la station et pour pouvoir faciliter l'entrée sur la station également. Au niveau de l'installation, ça peut être très simple comme très très compliqué. Dans mon cas, ça s'est pas forcément bien passé dès le premier coup. Je vais commencer à le mettre dans une autre partie du jardin et j'ai vraiment eu du mal. Vous avez vu qu'il y a plusieurs étapes. Il faut venir faire la connexion au robot, ensuite le faire atterrir avec la base, capter le GPS, etc. Et ça ne se faisait pas. Ça a été vraiment très 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 compliqué. Je me suis pris, allez, je vais pas mentir, à une douzaine de fois, jusqu'au moment où j'en ai eu marre, j'ai mis un coup de pied dedans et là ça a fonctionné. Je pense pas qu'il y ait forcément de lien de cause à effet, mais je pense plutôt qu'en fait il faut lui laisser le temps. C'est-à-dire que vous le branchez, vous le mettez sur la base et vous attendez. Peut-être une demi-heure, vraiment à vous de voir. Le temps que tout se cale bien, qu'il soit bien reconnu, qu'il soit rechargé, que le GPS puisse commencer en avance à capter, parce que je vous rappelle que le GPS, il est là-dedans, c'est dans la base de référence. Ce GPS-là, soit vous le laissez à l'intérieur, soit si vraiment vous avez du mal à le mettre à un endroit où ça capte, vous pouvez, selon les modèles, l'enlever et venir le mettre en hauteur, sachant que ça va fonctionner même s'il est à plusieurs mètres, voire même plusieurs kilomètres de la base. Mais toutes les références ne le font pas. Si c'est pas le cas, vous essayez d'avoir une zone dégagée, comme c'est le cas ici. Vous prenez votre téléphone, vous le posez sur la tête de la base, là, et vous faites une photo grand angle du ciel et vous regardez s'il y a quelque chose qui vient le gêner ou pas. Sachant qu'il faut au minimum 120 degrés d'ouverture. Et au final, j'avais réussi à le poser là-bas, mais ça a été très très long, donc à la fois pour la reconnaissance et la calibration de la base, et ensuite pour capter le GPS. Il m'a fallu énormément de temps. D'où le fait, je pense, de bien attendre qui vous fera au final gagner du temps. Je me suis rendu compte que ça n'allait pas là-bas. J'ai donc remis à cet endroit-là. Et là, malgré le fait que je l'ai désinstallé, j'avais quand même malgré tout attendu un petit peu avant de relancer l'installation. Et là, ça s'est fait en quelques secondes. Ensuite, vous avez plusieurs possibilités. Quand vous l'installez, vous recevez un email en même temps, en parallèle, qui vous dit de faire, si vous le souhaitez, en version bêta, directement le tracé du plan de coupe, du périmètre, sur une vue satellite de votre maison. Ensuite, ça va venir se synchroniser avec l'application et vous n'aurez qu'à venir mettre le robot au point de départ que vous avez vous-même déterminé. Ça, c'est plutôt pas mal, si ce n'est que je trouve que ça manque un petit peu de précision, parce que quand je vois moi ce qu'il a fait, j'ai un delta quand même d'1,50 m à 2 mètres à certains endroits. Mais ça, je pense que c'est plus la vue satellite parce qu'on ne peut pas zoomer comme on veut. On est vraiment très limité en termes de zoom. L'autre possibilité, c'est le faire directement avec le robot, soit avec le joystick, en le pilotant avec le joystick virtuel, et vous passez partout. C'est pas super simple et c'est assez long, mais au final, ça fonctionne. Et la troisième possibilité, c'est d'investir dans un trolley qui coûte à peu près une soixantaine d'euros, qui va permettre de soulever l'arrière du robot et de tracer le terrain comme ça. Et là, par contre, ça se fait en un temps record. Donc, dans tous les cas, une fois que vous allez créer la périphérie, il va falloir venir créer le chemin d'accès. Ça, c'était un problème au début parce que j'étais parti sur la création via le GPS. Et il arrive, dans quelques cas, qu'il y ait des bugs et que ça ne vous demande pas de faire cette entrée au niveau du dock de chargement. Vous pouvez ensuite venir recalibrer la station pour que l'entrée se fasse encore mieux. Au niveau de l'entrée, bien entendu, avec le système RTK du GPS, c'est précis de 1 à 4 cm. C'est pas assez précis pour qu'il puisse rentrer pile poil dans le dock. À partir de là, le dock, lui, est parcouru sur le dessous d'un fil basse tension pour pouvoir venir amener le robot à s'arrimer là où il faut. Une fois que ça c'est fait, vous avez la périphérie qui a été créée. Vous avez la possibilité ensuite de venir créer des zones d'exclusion. Là, ça se fait soit avec le trolley, soit avec le joystick. Ça se fait pas directement par la vue GPS. Mais c'est important parce qu'il peut des fois rentrer sous les arbustes ou venir taper dans des pierres qui sont trop grandes et au final il va venir se coincer dessous et potentiellement il peut aussi couper des petits arbustes. Ça m'est arrivé et madame n'a pas beaucoup aimé. Et donc de cause à effet, moi non plus. Donc sur le principe, l'installation, comme je vous le dis, peut être très simple ou vraiment galère. Attention également au fait que si vous avez déjà chez vous à proximité un robot tondeuse qui fonctionne en filaire, il se peut également que ce robot vienne perturber l'entrée à la base du Stiga. Ce type de robot arrive quand même à émettre des ondes électromagnétiques assez importantes au niveau de leur fil basse tension et au niveau du système d'entrée en dock, et ça peut dérouter le Stiga au moment où il a besoin de venir lui aussi s'arrimer. Donc il ne faut pas les mettre trop près. Il faut aussi voir ou pas si vous avez une tension électrique qui passe sous votre terrain, comme par exemple des lignes haute tension, ça peut arriver, et là auquel cas, pareil, l'électromagnétisme va venir chambouler l'entrée au niveau du dock. Vous devez capter quand même malgré tout au minimum la 2G pour que l'ensemble fonctionne bien. Parce qu'en fait, au niveau du système de communication, ça va se faire
entre la station de référence et le robot en 4G ou en 3G ou en 2G. Ça va jusqu'en 2G, ça fonctionne bien. Si vraiment votre robot s'arrête des fois en plein milieu de la pelouse et ne bouge plus, ça veut dire que là, potentiellement, il y a un problème d'échange de données. Il va repartir, c'est un peu comme s'il rechargeait un peu tout ça et il va continuer sa tonte. Là, c'est vraiment le cas où vous avez un réseau qui passe pas bien. Ensuite, concernant le périmètre, il y a parfois des moments où il se décale. Je ne sais pas pourquoi. Le robot, qui est normalement sur un bord du périmètre, se retrouve en plein milieu alors qu'il n'a rien à faire là et la partie de coupe s'arrête sur le chemin que j'ai à côté. C'est en théorie parce qu'en pratique, il reste bien dans le périmètre qui a été défini. Donc là, je pense que c'est plus des fois une remontée de données qu'il peut y avoir avec Google Maps parce que sur le principe, ça ne change rien. Le seul moment où effectivement votre périmètre pourrait changer, c'est si vous décidez de changer de place la station. Si la base de référence est dans la station, comme c'est le cas ici, ça va vous changer tout le périmètre. Si vous la décalez de 5 mètres, ça va vous décaler tout votre terrain de 5 mètres. Donc là, le mieux en fait, c'est de réinstaller complètement le robot. On va maintenant regarder l'application plus en détail et vous voyez que vous pouvez avoir des modules complémentaires si vous le souhaitez avec des packs qui coûtent 99 € et qui donnent accès par exemple entre autres à l'utilisation avec un assistant vocal comme Alexa. Vous avez des tutos également pour vous aider à faire des zones d'exclusion ou autres. Et en allant sur détail, les 3 petits points, vous pouvez télécharger le manuel, supprimer l'appareil, le renommer, avoir des informations ou toutes sortes de choses. En allant sur gérer mon appareil, vous avez une petite cloche en haut à droite. Et si vous cliquez dessus, vous avez toutes les notifications, les blocages qu'il y a pu y avoir, le fait que vous avez tout tendu ou pas. Vous avez également un certain nombre d'autres paramétrages, comme le fait de pouvoir choisir un mode de coupe ponctuel ou un mode de coupe par une espèce d'agenda. Donc là, c'est vous qui allez choisir les séances. Alors attention, vous ne pouvez faire que des séances d'1 heure et les séparer d'1 heure. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Ça ne permet pas, par exemple, de faire une session de tonte sur la journée entière. C'est par tranche d'1 heure, à séparer d'1 heure à chaque fois. Vous pouvez choisir aussi la hauteur de coupe, de 5 en 5 mm. Vous pouvez verrouiller le clavier également, donc c'est le clavier sur bien entendu sur la tondeuse. Le capteur de pluie, ça c'est intéressant, c'est-à-dire que quand il va pleuvoir, en fait, vous allez pouvoir décider, en fonction de la sensibilité, d'arrêter pendant 4, 6 ou 8 heures la tonte, pour ne pas que ça vienne déchirer en fait l'herbe plutôt que la couper. Vous avez ou pas l'activation des notifications. Et puis il y a ce qu'on appelle aussi les sorties longues qui vont permettre de faire sortir la tondeuse sur 2 mètres avant d'aller commencer à tondre et pas 1 mètre. Vous pouvez calibrer les lames, calibrer également le retour à la station de charge, ça c'est à faire de temps en temps, en particulier quand vous voyez qu'elle a du mal à rentrer à la station, et vous pouvez la faire rentrer également en hivernage. Donc vous voyez le calibrage du retour à faire, comme je vous le dis, s'il y a un souci pour la faire rentrer sur la station, ça peut arriver parfois. La hauteur de coupe, si vous vous rendez compte que ça va un peu de côté, par exemple. Au niveau de mon jardin, là vous avez une vue de votre jardin. Là la vue est un petit peu décalée comme vous pouvez le voir, il y a un petit bug. Cependant c'est un bug qui n'empêche pas concrètement de s'en servir. En allant dans le détail, vous avez vos zones. Là j'ai une zone qui fait 705 m² par exemple. Et vous pouvez, en allant dans les paramètres, venir ajouter par exemple un chemin d'accès, mettre des zones d'exclusion permanentes, mais aussi des zones d'exclusion temporaires par exemple. Vous avez ici quelque chose pour vous aider à conduire le robot. Donc ça c'est pas mal parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font avec le joystick. Et vous voyez, différentes séances de tonte qui sont planifiées ou en bas, un petit curseur pour envoyer par exemple le robot faire une tonte ponctuelle ou quand il est en train de tondre, le renvoyer à la base. Et vous avez le statut du robot. Là par exemple il est en train de tondre et on voit que la partie bleue, c'est la partie où il est en train de passer. Par contre, quand il est en train de tondre, vous ne pouvez pas venir modifier des choses. Par contre, vous avez la possibilité de venir choisir différents types de tonte. Nord, sud, est, ouest, en diagonale ou faire des damiers. Ça, c'est plutôt sympa parce que ça permet de faire des schémas plutôt intéressants. Une zone fermée, c'est une zone où vous allez pouvoir venir poser votre robot pour vous en servir et qui n'est pas directement relié au reste du jardin. C'est pas mal si vous avez un autre endroit dans votre jardin un peu plus éloigné, vous le prenez, vous le posez et il va tondre. Vous voyez que là par exemple il est en train de tondre, c'est une tonte programmée et il avait bien capté le réseau Wi-Fi. Donc là il n'y a pas de problème là-dessus. C'est quand même assez simple de s'en servir et les paramétrages sont plutôt aisés. Donc vous voyez comment se fait la tonte, il fait vraiment pas de bruit du tout. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment agréable parce que vous pouvez tout à fait le mettre dans votre jardin et à côté vous reposer, il n'y a pas de problème.
Là, on va voir comment est-ce qu'il va gérer ça. Donc il y a le bumper. Il va venir le contourner. Il contourne quand même assez largement, hein. Mais il glisse un petit peu sur les aiguilles de pin quand même. Parfois, là, il peut arriver à se bloquer. Voilà, vous voyez, là, c'est vraiment quelque chose qui est assez compliqué pour lui. Au final, là, clairement, pour éviter les problèmes, il va falloir faire une zone d'exclusion. Bon, mais vous voyez que il va aller récupérer son chemin par l'arrière. Je ne sais pas s'il va tenter de remonter encore. Non, c'est bon, vous voyez, il a contourné. Et il va continuer le chemin. Donc là, on voit encore, comme vous pouvez le voir sur l'image, des traces où il n'est pas encore passé. C'est normal. Quand il fait son premier passage, c'est un petit peu fait rapidement, on va dire. Et ensuite, avec les passages successifs, il va se décaler. Donc ça veut dire qu'il va passer plusieurs fois en se décalant un petit peu les fois suivantes et donc pouvoir tondre à des endroits où il n'était pas vraiment passé. Vous pouvez également faire des tontes en mode damier. Ça veut dire qu'il passe une première fois sur la longueur et après il passera sur la largeur. Donc il faut lui laisser le temps. Mais au final, vous voyez que les endroits où il passe et d'une manière générale, c'est quand même très très bien. Sur les bords, là, on voit qu'il en reste, mais là c'est moi qui n'ai pas bien fait la zone. Donc là, vous voyez, c'est le mode de tonte en damier. Il a tondu sur la longueur et là, il est en train de tondre sur la largeur pour pouvoir vraiment passer partout. Ah. Effectivement, un obstacle. Il va essayer de le contourner. Et le principe est vraiment pas mal. Le principe est vraiment pas mal parce que comme ça, en fait, ça permet d'avoir déjà un motif sur le terrain au niveau de la pelouse et en même temps de pouvoir le faire passer aux endroits où potentiellement il a pu avoir quelques loupés. Pour faire une zone d'exclusion, vous allez sur zone d'exclusion qu'on a vu tout à l'heure, vous emmenez le robot là où vous voulez faire la zone et en fait ensuite avec le joystick vous allez tourner autour de la zone que vous souhaitez exclure pour faire une zone d'exclusion permanente. Vous pouvez en faire aussi des temporaires si vous le souhaitez. Il est aussi possible de le faire avec le trolley. Là, c'est à vous de voir, mais c'est quelque chose qui se fait plutôt simplement. Vous confirmez que votre zone a été faite comme vous le souhaitez, et c'est parti. Donc, si vous faites OK, je vais suivre, là, vous allez pouvoir suivre le robot et voir s'il arrive bien à tourner autour de la zone telle que vous l'aviez déterminée. Donc, c'est plutôt simple et rapide à faire. Avec le trolley, c'est un peu plus simple, bien entendu. Et les zones d'exclusion temporaires, c'est vraiment si vous avez un salon de jardin, par exemple. Et au final, ça donne quelque chose comme ça, avec les zones qui sont en jaune. Le résultat à chaque passage est plutôt beau. Et là, voilà, on arrive à une zone d'exclusion. On voit bien l'herbe qui sort par l'arrière. Il coupe vraiment très très bien. Voilà le retour à la station. Qui, comme vous pouvez le voir, pose quelques problèmes. On a vraiment l'impression que il ne reconnaît pas. Il y a pourtant un fil dessous qui lui permet de venir s'insérer comme il faut. Parce que si on gère que par GPS, forcément ça ne fonctionnera pas. Mais en toute logique, il y a des fois où ça ne veut pas. Voilà, il se présente et voilà, au dernier moment il retourne. Donc ça, il va falloir essayer de trouver une solution. Et quand ça veut pas, ça veut pas. J'ai essayé de réduire le chemin pour aller jusqu'à la station parce qu'on peut le mettre jusqu'à 3 mètres en me disant que si le chemin était plus court, forcément il y aurait moins de chances de biais. Au final, force est de constater que ça ne change absolument rien du tout. Regardez comment il se sort très bien de côtes qui sont pourtant relativement pentues. Vous voyez,
Il y a quand même de quoi faire. On n'est pas sur du 100%, mais pas loin. Il tourne et il remonte. Voilà. Franchement, c'est très très bien. Et en plus, il y a une mise à jour de la base ce matin qui semble plutôt prometteuse. Donc on attend qu'il aille se recharger pour voir ce que ça donne. Et est-ce qu'il tombe bien ? Eh ben, écoutez, la pomme n'en est pas revenue, donc on dirait bien. Alors, voilà l'heure fatidique. Il arrive un petit peu de côté malgré tout. Il fait un petit créneau. Ça a l'air de bien s'engager. Voilà, ça s'annonce pas mal. Mais il faut être patient, dirait-on. Et voilà. Et bien écoutez, c'est très bien. Il va peut-être falloir que je refasse une calibration de la station pour que ça se fasse beaucoup plus simplement. Mais vous voyez que il rentre maintenant à la station, ce qui n'était pas le cas avant. Et ça franchement, c'est très très bien. Alors je ne veux pas passer pour la mouche du coche. J'espère pas, mais c'est vrai qu'on a eu quand même pas mal de conversations et d'échanges avec le service client Stiga et le service technique pour expliquer le problème parce qu'il dure en fait depuis le début de ce test. Et bah écoutez, une chose est sûre, c'est que Stiga a un vrai service client et qui prend réellement en compte les problèmes. J'étais pas non plus le seul à avoir ce type de problème-là, en particulier si vous avez déjà des robots tondeuses filaires à proximité ou autres. Mais en tout cas, vous voyez, le problème est résolu. Et ça, c'est très très bien. Donc voilà le résultat en fait après plusieurs semaines d'utilisation du Stiga A500. Donc vous voyez que le terrain est quand même relativement bien tondu. Donc il a fallu le temps que les réglages se fassent bien comme il faut. Et puis forcément la surface est quand même là au maximum de ce qu'il peut faire. Donc il faut pouvoir mettre une programmation quasiment quotidienne pour arriver à ce résultat-là. Il y a toujours bien entendu, comme vous voyez ici, sur les bords des zones où il ne peut pas aller parce que pour le coup c'est quand même bien trop pentu. Donc ça n'empêche pas d'utiliser ensuite une tondeuse électrique, pourquoi pas, si vous avez une fibre écolo. Et pourquoi pas donc un prochain test pour avoir des produits complémentaires aux robots tondeuses qui ne peuvent bien entendu pas tout faire. Mais vous voyez que franchement c'est quand même relativement bien et ça fait un gain de temps énorme. Voilà, clairement c'est franchement intéressant. Là aussi, si vous limitez bien les zones d'exclusion, il n'y a pas de problème. Sinon, il faut y aller avec un rotophile ou une tondeuse plus petite pour pouvoir au maximum éviter de repasser derrière. Voilà, donc un gain de temps loin d'être négligeable. Comme j'en ai parlé tout à l'heure, il y a la possibilité d'acheter un pack à 99 € qui va vous donner un mode anti-vol du robot, c'est-à-dire que s'il sort de votre jardin de trop loin, vous allez être prévenu. Vous avez également la possibilité d'avoir des gestions différentes de hauteur de coupe en fonction des zones que vous aurez préalablement déterminées. Donc ça, c'est pas mal si vous ne voulez pas couper à la même hauteur partout. Par défaut, ce n'est pas disponible. Il y a également d'autres possibilités comme la mise à jour automatique, mais également un autre point qui est plutôt bien, qui est la gestion de la sortie longue, c'est-à-dire que vous allez pouvoir déterminer si le robot sera 2 mètres, 3 mètres, etc., mais aussi la hauteur de coupe adaptative, c'est-à-dire que le robot va définir la hauteur idéale en fonction de l'herbe qu'il va rencontrer et détecter. À l'utilisation, nous sommes sur un produit qui est très simple à utiliser parce qu'il ne fait pas partie des plus évolués qu'on peut trouver sur le marché, sans être péjoratif, mais dans le sens où il ne va pas y avoir de lidar, il ne va pas y avoir de capteur visuel d'obstacles. Le robot va avoir une détection passive des obstacles et pas active, c'est-à-dire qu'il va venir taper dessus et faire demi-tour. Si par contre vous êtes sur des obstacles qui sont relativement souples, comme des fleurs ou autres, là pour le coup il va les tondre. Donc il faut bien faire les zones d'exclusion. Et ça on a vu que ça fonctionne plutôt pas mal. Attention cependant que vous le fassiez fonctionner en mode programmation ou en tonte ponctuelle, c'est-à-dire la tonte ponctuelle, vous lancez la tonte, il va faire l'ensemble de la surface, il va arrêter. Il va dans tous les cas
va s'arrêter au bout d'1 heure. C'est pour ça que dans la planification de tonte, vous ne pouvez pas aller au-delà. C'est à mon sens, je pense, pour limiter l'usure de la batterie, mais il va venir tondre et peut-être qu'au bout de 30 minutes ou 40 minutes, il va rentrer pour recharger pendant 5-10 minutes et repartir tondre. Donc il va essayer au maximum d'optimiser le temps, mais il ne va pas tout faire d'un coup. De toute façon, l'autonomie est annoncée de 40 minutes. Sur le principe, nous on était plutôt aux alentours de 30 minutes, 35 maximum, parce que comme vous avez vu, le terrain était quand même assez compliqué. Et maintenant que le problème a été résolu avec le service client, il retourne se charger sans problème. Donc à partir de là, ça fonctionne très bien. Ce que j'ai dû faire également, c'est de retracer complètement ma zone. Au début, j'étais parti en utilisant la version bêta du GPS pour gagner du temps. Et bien au final, j'en ai perdu parce que pour le coup, je pense que beaucoup des problèmes venaient de là. J'ai donc pris le robot et avec le mode pilotage manuel, j'ai refait tout le tour de ma zone. Alors je m'y suis pris à 2 fois parce qu'au bout d'un moment, arrivé presque à la fin, ça a planté. Et donc dans ce cas-là, vous recommencez et il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Si vraiment vous n'y arrivez pas parce que votre terrain est trop accidenté, parce que je pense qu'il y a peut-être un moment où en fait ils considèrent qu'il y a un problème parce que ça met trop longtemps pour se faire, et bien vous investissez dans un trolley et ça sera beaucoup plus simple. Mais j'ai réussi et j'ai même poussé le robot au-delà de ce qu'il peut faire parce qu'il est fait pour 700 m² maximum, 500 idéalement. Là, on est à peu près 800 m² et comme vous avez pu voir, quelque chose qui est quand même assez complexe à tondre et assez compliqué. Alors, bien entendu, il va mettre plus de temps entre un terrain de 500 m² plat, sans arbres et rectangulaire et quelque chose comme celui-ci découpé dans tous les sens avec des pentes et des rochers. Et bien, forcément, ça va mettre plus de temps et si vous poussez au-delà de ce qu'il peut faire, donc de 700 m², on va dire, vous avez aussi des risques que, à un moment ou un autre, il oublie de passer sur une surface ou autre parce que pour le coup, il n'est pas fait pour ça, tout simplement. Mais d'une manière générale, j'ai pas eu de problème particulier et la coupe est vraiment très bonne. Je veux juste revenir sur le kit que vous pouvez acheter, qui est un kit à 99 €, qui va permettre d'étendre les possibilités du robot. Et c'est vrai que c'est très intéressant d'avoir une coupe adaptative, d'avoir des zones de tonte avec des hauteurs différentes. Le fait aussi également d'être prévenu si quelqu'un vient voler votre robot. Mais attention, il est mis en avant qu'il fonctionne avec Alexa en particulier et ce n'est pas le cas. En fait, cela n'est pas disponible en France. Est-ce que la marque travaille pour mettre à jour le skill au niveau France? Je ne sais pas. Mais si vous voulez investir dans ces 99 € pour ça, c'est pas la peine. Sachant que dans tous les cas, vous avez l'accès 4G qui est gratuit à vie pendant toute la durée de vie du robot. Et ça, c'est très intéressant parce que certaines marques vous le font payer passer 1 mois ou 2 mois d'essai. Comme vous avez vu, il y a eu quand même pas mal de problèmes à la mise en place. Il m'a fallu environ 3 jours pour réussir à l'installer et 2 semaines ou 3 semaines pour commencer enfin à avoir quelque chose qui fonctionne, sans avoir la carte qui se décale et surtout qu'il arrive à rentrer à la station. J'ai eu le service technique plusieurs fois, il y a même quelqu'un qui s'est déplacé et le problème a été résolu. Ce qui veut dire que, effectivement, une marque peut avoir des fois des problèmes. Est-ce que c'était un problème du robot? Est-ce que c'était un problème de l'utilisation bêta de la cartographie? Est-ce que c'était un problème de la base ou est-ce que c'était un problème qui était inhérent et qu'il y avait vraiment un souci pour qu'il revienne à la base, en particulier si vous avez un autre robot tondeuse filaire à proximité, ça peut faire des interférences. Bon, eh bien écoutez, une chose est sûre, c'est que c'est résolu. Vous êtes sur un produit où, pour le coup, vous êtes sûr de profiter du service client et du service technique d'une marque reconnue. Des marques potentiellement plus intéressantes au niveau prix, avec des possibilités plus importantes, vont potentiellement, et même sûrement pour certaines, avoir comme gros point faible le fait de ne pas avoir de revendeur en France et pas de service technique vraiment à l'écoute. Là, vous êtes sûr que vous allez avoir un produit qui va être suivi. Donc ça, je tenais vraiment à le mettre en avant parce qu'il se peut très bien qu'un test commence pas forcément bien, comme c'était le cas ici, et au final, tout est résolu en cours de route parce qu'on a vraiment des gens à l'écoute. Donc gros point fort pour la marque et bravo à eux. Au niveau de la coupe en tant que telle, comme vous avez pu voir, elle est très bien, c'est clair, c'est net. Donc au final, c'est un produit qui a eu du mal à me convaincre au début, mais qui pour le coup a vraiment réussi à se rattraper et je suis relativement content du résultat et de la qualité de sa prestation. Il y a toujours bien entendu quelques loupés, des fois des zones où il passe pas ou il oublie de passer, mais ça c'est plus dû au fait qu'on l'a vraiment poussé dans ses retranchements avec une surface qui est au-delà de ce qu'il est normalement capable de faire. Par contre, il faut vraiment que la marque travaille sur la mise en place du robot et la sensibilité de la base de référence pour éviter qu'il prenne énormément de temps à installer et que au bout d'un moment les personnes abandonnent ou autre parce que c'était vraiment problématique. En conclusion, que dire du test de ce Stiga A500? C'est un produit qui n'a pas été facile à tester parce que la mise en place, comme on l'a vu tout à l'heure, a été vraiment compliquée. Cela m'a pris 3 bons jours en fait pour pouvoir l'installer. J'avais commencé à le mettre à un endroit, je l'ai changé
changer de place, trouver une place un peu plus appropriée, parce qu'il semble être relativement sensible au niveau de la détection des satellites. Il faut donc être vraiment dans une zone ouverte, au-dessus de la base de référence, vous voyez absolument que le ciel et rien d'autre, sinon ça peut gêner. Ensuite, il ne faut pas hésiter à le mettre en place et attendre un petit peu avant de faire l'installation, et laisser faire et recommencer si jamais effectivement ça plante. J'étais parti moi pour le mettre et le lancer, et en fait ça n'a pas du tout fonctionné comme ça, donc ça a pris quand même pas mal de temps. Il faut ensuite tracer la périphérie de votre zone à tondre, et là soit vous avez le mode bêta avec une vue GPS, c'est ce que j'avais fait au début, ça semblait beaucoup plus pratique, et c'était le cas, si ce n'est qu'il y avait un décalage entre la réalité et le terrain, et en plus j'ai vraiment l'impression que ça mettait le bazar, parce que clairement derrière ça bougeait en permanence, et le robot était pas vraiment à l'endroit où il était dit. Et j'ai donc recommencé en faisant cette fois un tracé de la zone directement en manuel avec le robot, c'est-à-dire que je le pilotais via l'application. Vous pouvez, si vous voulez, acheter un trolley pour faire ça, c'est beaucoup plus simple. Par contre, ça fait un coût supplémentaire, mais c'est vrai que vous allez gagner du temps, parce que j'ai l'impression que si vous mettez un peu trop longtemps pour faire le traçage de la zone, au bout d'un moment ça déconnecte. Au final, c'est pas un produit qui est plug and play comme on peut avoir avec d'autres robots du genre. Là, il faut quand même passer beaucoup de temps. Si par contre vous avez des problèmes, comme ça a été le cas avec moi, parce qu'il ne rentrait pas à la base, impossible de le faire s'arrimer. Donc là, j'ai vu avec le service client et le service technique de la marque, et au final, avec une mise à jour qui s'est faite il n'y a pas longtemps, tout est rentré dans l'ordre, et maintenant le robot peut fonctionner vraiment comme il faut. C'est un robot qui a quelques limites. On est sur le Stiga A500, c'est-à-dire qu'il est fait pour 500 m² de façon optimale. Il peut monter jusqu'à 700 m². Là, on l'a mis à 800 m². Ça veut dire qu'il peut le tondre quand même, mais ça va être plus lent, et potentiellement il peut un peu se louper dans le cheminement. Mais d'une manière générale, il n'y a pas grand chose à dire. Comme vous voyez derrière, c'est vraiment clean, parce que la qualité de la coupe est très bonne, la qualité des matériaux, des lames, etc. sont très très bonnes aussi. Par contre, nous ne sommes pas sur un produit qui va avoir un système de vision vraiment perfectionné, parce qu'il n'y en a pas en fait du tout. C'est vraiment un mode de détection des obstacles passif, ça veut dire qu'il va foncer dedans et puis il va reculer. On va aussi moins loin dans les paramétrages, c'est-à-dire que là, vous pouvez tondre, vous pouvez faire des quadrillés, vous pouvez faire des tontes en diagonale, etc. Mais il n'y a pas de possibilité, par exemple, de faire des formes, des cœurs ou autre, ce que vous voulez. On reste sur une tonte simple, mais en même temps, c'est un robot qui est adapté à des terrains qui sont simples. Là, il a vraiment été poussé à l'extrême, on va dire. Vous pouvez faire des zones d'exclusion qui fonctionnent plutôt très bien, parce qu'au final, une fois qu'il est bien paramétré, la géolocalisation est bien plus pertinente. On en revient au même, il faut bien le paramétrer dès le début, et c'est là son gros point faible. Au niveau de l'application, elle aussi, elle est relativement simple. On la prend en main très facilement. Vous pouvez créer des planifications pour le faire tondre quand vous souhaitez. Mais attention, on n'est que sur des sessions de 1 heure. Parce que le Stiga A500 ne fonctionne que pour des sessions de 1 heure maximum, et a besoin ensuite, entre guillemets, d'1 heure de pause. Que vous fassiez une coupe ponctuelle ou une planification de coupe, ça va toujours être des sessions d'1 heure. Au niveau de l'autonomie, il est annoncé 40 minutes de coupe, 40 minutes de charge. Bon, 40 minutes de coupe, c'est quand tout est droit, il va d'un point A à un point B, il revient. Si vous commencez à avoir comme ici des zones d'exclusion, des obstacles un peu partout, ça va descendre beaucoup plus. On est à peu près à une demi-heure, il va se recharger, etc. Mais pendant l'heure pendant laquelle il va tondre, il va se recharger, pas totalement, pour pouvoir continuer à tondre. En fait, il gère ça au mieux pour avoir le moins de coupures possible sur ce laps de temps de tonte qui lui est donné. Ensuite, vous avez la possibilité de régler la hauteur de coupe directement par l'application. Donc ça, c'est relativement pratique. Vous pouvez en plus équilibrer les lames si vous souhaitez. S'il y a des problèmes pour qu'ils rentrent à la base, vous pouvez recalibrer l'ensemble, à la fois l'entrée à la base et à la fois la base et le robot en eux-mêmes. Mais maintenant, avec une mise à jour, comme je vous l'ai dit, c'est beaucoup plus cohérent et en tout cas beaucoup plus efficace. Vous pouvez également, si vous souhaitez, investir dans un pack qui coûte 99 € pour pouvoir avoir des hauteurs de coupe différentes en fonction des zones, pour pouvoir avoir des mises à jour automatiques, pour pouvoir avoir une hauteur de coupe adaptative en fonction de l'état de l'herbe sur lequel passe le robot, et potentiellement également l'utiliser avec les assistants vocaux, mais cela n'est pas encore disponible en France. Donc attention, si vous l'achetez pour ça, ça ne marchera pas. On va dire que nous sommes sur un robot tondeuse de qualité, mais que la marque devrait rendre beaucoup plus accessible dans la mise en place. Ça, c'est vraiment un vrai souci, parce que ça n'aboutit pas, ça bug, etc. Et il y avait vraiment de quoi désespérer à certains moments. Et une fois que c'est fait, ça fonctionne relativement bien, avec une excellente qualité. Par contre, il faut réussir à passer ce cap-là, refaire, désinstaller, réinstaller, etc. Et là, la marque doit vraiment travailler dessus, parce que c'est vraiment l'énorme point faible de ce produit-là, qui est un produit qui, somme toute, est quand même relativement intéressant, une marque
reconnu. Par contre, l'avantage qu'il y a, c'est que vous avez un vrai service client, une vraie équipe technique qui est à l'écoute et qui va vous aider vraiment à trouver des solutions. Ça contrebalance et c'est vraiment à mettre en avant parce que vous avez des produits qui sont beaucoup plus simples à mettre en place, qui fonctionnent très bien, mais le jour où ils sont en panne, il n'y a plus personne. Surtout que nous sommes dans ce cas-là sur un produit que vous pouvez trouver à partir de 1250 € environ, donc c'est pas négligeable et c'est toujours bien de savoir que derrière, c'est une marque reconnue et réputée qui va vous aider et vous permettre de gérer les problèmes. Et je suis sûr que la marque va continuer et est toujours à l'écoute de ses clients pour améliorer ses produits et que l'installation que nous avons connue sera vraiment de l'histoire ancienne avec les nouvelles générations et ces prochains appareils s'installeront sans aucun problème très rapidement parce qu'ils en sont tout à fait capables. J'espère que ce test vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également retrouver des tests plus complets de ce produit sur notre site internet www.lesalexiens.fr et nous sommes également présents sur les réseaux sociaux. À bientôt.